les élévations sont anormales, ils sont fausses, les pachymétries sont fausses, et même votre face antérieure, reconstituée de des éléments faux, va être fausse. C'est pour ça que sur une machine hybride chez Flow, elle va se tromper sur l'élévation peut-être quand il y a une opacité, mais le disque de Placido va rattraper le coup. Sur une machine comme Pentacam, s'il y a une opacité, tout est faux. Maintenant, on va voir les machines qui analysent les faces postérieures. Bien sûr, le disque de Placido n'étudie pas la face postérieure, il n'y a que les machines qui font la tomographie qui peuvent analyser les faces postérieures, qui sont Pentacam et les autres machines. Il y a deux types de caméras. Il y a la caméra Scheimpflug ou la caméra translationnelle d'Orscan, qui fonctionne un petit peu de la même manière. Scheimpflug, c'est une caméra rotative, l'Orscan, c'est une caméra comme une lampe à fente qui balaye, qui a une bonne précision, mais qui est sensible aux opacités, comme j'ai dit, et au mauvais alignement. Donc attention, vous pouvez trouver un lit déformé, parce que le patient a regardé par-ci ou par-là, ou parce qu'il y a une opacité quelque part et tout devient faux. Il y a la technologie OCT. La technologie OCT, c'est la meilleure qui va vous analyser la face postérieure. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est précise et qui n'est pas sensible ni aux opacités, ni aux cicatrices, ni rien du tout. Vous savez très bien que les opacités, l'OCT, il va vous donner l'épaisseur de l'opacité et sans qu'il y ait aucun effet. C'est comme si vous avez, vous faites une échographie et vous faites une IRM. Sur l'échographie, si vous avez des calculs, vous avez des ombres postérieures et vous avez des choses qui vont cacher un petit peu ce qui est derrière le calcul. Quand vous faites une IRM ou un TDM, eh bien, vous avez toutes les images, il n'y aura aucun artefact venant de ces calculs. C'est exactement la même chose. Quand vous avez une opacité, la caméra Scheimpflug, elle va avoir des réflexions de lumière qui vont l'empêcher d'analyser le point où il y a l'opacité. L'OCT, il ne se trompe pas, et bien il va vous donner la vraie valeur de l'épaisseur. Et donc, il va faire une bonne tomographie. La tomographie, comme conséquence, va avoir une bonne valeur d'élévation. Même s'il y a des opacités très larges. Même si normalement, le principe de la tomographie, c'est quand il y a une opacité, ils n'arrivent pas à explorer. Alors, parce que là, il fait une synthèse. Et quand tu as une opacité là, tu peux quand même. Alors, les opacités qu'on voit, qui nous posent problème, en général, ce n'est pas des grosses opacités, ce n'est pas des trucs blancs. Qu'on n'a même pas besoin de faire la topographie. On parle des petits haze, après un LASIK, après un PKR, après un cross, une petite cicatrice comme ça, le Scheimpflug va se tromper complètement. Alors que l'OCT va donner des valeurs qui sont beaucoup plus précises. C'est pas comme l'opacité d'une hémorragie titrée ou quelque chose de plus dense. L'épaisseur, donc alors nous avons vu qu'est-ce qui analyse la face antérieure, maintenant la face postérieure, et puis l'analyse de la pachymétrie. L'analyse de la pachymétrie, il y a le Scheimpflug qui est sensible aux anomalies qu'on a vues tout à l'heure, et il y a l'OCT qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus précis. Quelles sont les autres contributions de l'OCT en matière d'imagerie de la cornée? Il y a une deuxième contribution qui est très importante, qu'on va voir tout de suite. Regardez cette dame. Elle a quelle taille? Est-ce qu'elle fait 1m80 ou est-ce qu'elle fait 1m, on va dire 84? 1m40, elle porte des talons. Alors, quelle taille elle fait? Voilà, 1m80, 1m86. Elle fait 1m80. Parce que vous avez mesuré à partir de cuir chevelu. Vous connaissez celui-là. Si vous voulez mesurer sa taille, vous allez la mesurer sur le sommet de ses cheveux ou sur le cuir chevelu. Vous avez cette image de nature et vous allez vouloir faire une topographie de cette zone-là. On vous demande de faire une topographie pour faire des constructions sur cette zone-là. On vous donne un hélicoptère et un appareil de mesure des élévations. Vous avez une première machine, un hélicoptère avec un appareil, qui va mesurer à partir du sommet des arbres. Ou le Scheimpflug. Ou là, disque de Placido.
Et vous avez un autre appareil qui va mesurer à partir du niveau du sol. Lequel est plus fiable? C'est celui qui mesure à partir du sol. Donc, si vous prenez la machine qui mesure à partir du sommet des arbres, eh bien, il va vous donner une zone qui est normalement plus plate en réalité, il va vous la donner plus cambrée. Et vice-versa, une zone qui est plus cambrée va vous donner plus plate. C'est-à-dire que ce que vous avez comme valeur, c'est faux. Donc, il faut se fier beaucoup plus à la machine qui va vous donner le niveau du sol. Donc, c'est grâce à cette nouvelle technologie, OCT, qui n'est pas si nouvelle, c'est une technologie qui a commencé son développement et ses études depuis pratiquement 30 ans, et qui va vous mesurer par précision l'épithélium et qui va vous donner la réalité de la tomographie. Mapping épithélial OCT. Donc, on sait très bien que l'épithélium n'est pas homogène. Donc, comme vous avez vu ici sur l'image nature, l'épithélium n'est pas homogène, c'est pas la même chose, il est variable. Sur les livres d'ophtalmologie, les anciens, vous avez l'épithélium, c'est 55 microns au centre, 65 microns périphériques, c'est faux. L'épithélium est irrégulier. Et il est prédictible. L'épithélium est très prédictible. On sait très bien comment il va se comporter. L'épithélium, c'est comme si vous avez un petit chien que vous avez bien éduqué, d'accord? Et devant une situation donnée, vous savez qu'est-ce qu'il va faire. Eh bien, l'épithélium, quand on lui met une lentille d'orthokératologie, on veut lui imprimer une valeur, eh bien, il va la suivre. Je vais donner une lentille pour corriger -3. L'épithélium, c'est lui qui va s'en occuper. Et donc, il va réagir pour s'hyperplacer au niveau d'une zone et s'amincir au niveau d'une zone pour me donner le -3. Donc, le comportement de l'épithélium est prédictible et il est connu. Puisqu'il est connu, en mesurant l'épithélium, je vais savoir pourquoi il a modifié son épaisseur. Et si je sais pourquoi il a modifié son épaisseur, je vais connaître la pathologie et je vais connaître le problème. Donc, la mesure d'épithélium, actuellement, il doit faire partie de l'examen, obligatoirement, de dépistage du kératocone. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les critères et tous les critères qu'on a vus, ils doivent être actuellement complets à ça, à la mesure de l'épithélium. On va voir pourquoi. Alors, c'est M. Dan Reinstein, qui est un ophtalmo anglais et un ophtalmo allemand, qui travaille à Londres. Maintenant, c'est lui qui a développé depuis qu'il était résident. Il était interne en ophtalmologie, a commencé à penser à ce que l'épithélium a un rôle très important au niveau de la cornée. Et j'ai eu l'occasion de le connaître. Alors, on a l'épithélium qui est très prédictible. Regardez ici, si on se base sur ce qu'on a vu tout à l'heure, carte axiale ou tangentielle, vous avez élévation postérieure, donc j'ai les critères qu'on a vu, les critères classiques du kératocone qu'on a vu tout à l'heure. Carte axiale anormale et élévation anormale. Automatiquement, il y a un amincissement de l'épithélium au sommet du cône. Pourquoi? Parce que lorsque on a une cornée normale, donc l'épithélium assez homogène, on va voir sa sémiologie, mais lorsqu'on a une cornée ectatique, automatiquement, l'épithélium va faire le rôle de masquage, le rôle de masquer les irrégularités. C'est comme l'épithélium pour la cornée fait comme ce que fait le corps ciliaire pour l'hypermétropie. Quand vous avez une hypermétropie, vous avez un corps ciliaire qui va se contracter, qui va essayer de vous cacher le maximum cette hypermétropie. Eh bien, l'épithélium, il va essayer de vous cacher au maximum le kératocone. Donc, tout le kératocone que vous allez voir sur une topographie, une carte axiale, c'est ce qui a débordé. Parce que l'épithélium a fait tout son maximum et tout son possible pour cacher, et il n'a pas pu cacher. Ceci dit, il y a des cas où l'épithélium va réussir à cacher. C'est ce qu'on appelle les kératocones postérieurs. Vous avez une élévation postérieure anormale, et vous avez la face antérieure qui est normale. Elle n'est pas normale. C'est juste que l'épithélium est en train de cacher les anomalies. Donc il s'épaissit, c'est ça, l'épithélium s'épaissit. Il va s'amincir au sommet du cône et s'épaissir autour. Donc regardez, il y a
Et voilà, regardez ça, c'est un critère de diagnostic du kératocone. Quand on a un amincissement au centre ou en inférieur, c'est un critère de kératocone. C'est-à-dire qu'au niveau de cette zone-là, la cornée est bombée et l'épithélium, pour rendre la surface homogène, il va s'amincir pour rendre la face antérieure le plus régulière possible. C'est ça la sémiologie normale de l'épithélium. Nous avons l'épithélium entre le haut, il est toujours plus épaissi en bas et en nasal, et plus fin en haut et en temporal à cause du clignement palpébral. Et nous avons une différence entre le haut et le bas qui est en général de 7 microns, 6 microns, 8 microns de différence. Quand on a, malgré cette histoire de paupières, quand on a un îlot central, un amincissement central, ce qu'on appelle une image en donut ou une image en cocarde, donc l'image en cocarde, c'est un signe typique pathologique, c'est du kératocone. Quand je vois ça, j'ai même pas besoin de voir le reste. Il y a même maintenant des études sur la détection du kératocone uniquement sur le marqué épithélial. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va se répéter. On continue. Alors regardez, ça c'est une topographie, on va revoir les critères qu'on a vu tout à l'heure. Carte axiale, symétrique bataille. Carte d'élévation normale, mais nous avons un îlot ici, d'amincissement, une image en cocarde. Donc ce patient est un kératocone infraclinique. Donc ce patient n'est pas un bon candidat au LASIK. On aurait vu uniquement la face antérieure et la face postérieure, on aurait dit bon, c'est un super bon cas. Et ça explique les ectasies post-lasiques sur des topographies qui étaient initialement normales. Un autre cas, un cas où nous avons, regardez là, une asymétrie ici, avec un bon point inférieur. Et donc, bon, l'élévation, elle reste quand même assez normale, mais un patient qui se présente comme ça pour un LASIK, on a peur. On dit voilà, une asymétrie au-delà de 1,5, c'est un signe majeur, c'est du rouge, on ne va pas le prendre, etc. Mais quand on lui fait un mapping épithélial, on trouve au niveau de la zone inférieure, on trouve un épaississement épithélial. Et l'épaississement épithélial veut dire, au niveau des zones, qu'il n'y a absolument pas de kératocone, qu'il n'y a même pas une suspicion, et c'est des patients à qui tu peux faire comme ça, tu as le droit de lui faire un LASIK. Et ils ont fait des LASIK, il y a des études où il n'y a pas eu d'ectasie sur une durée plus de 2 ans, 3 ans. Donc, c'est des patients qu'on refusait avant et qu'on peut prendre. Donc, là, c'était un patient, peut-être un bon candidat au LASIK sur un Pentacam ou une autre machine qui n'a pas la technologie mapping. Et là, c'était un mauvais candidat sur une topographie normale et on va le récupérer, on pourra, dans le doute, faire une PKR. Alors, l'analyse du mapping épithélial, donc comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est épais, ça permet d'éviter les faux positifs. Alors ça, corrélation entre le mapping et les élévations, etc. Donc quand on a des élévations anormales, nous avons automatiquement des images en cocarde. Normal, voilà, normal, kératocone. Donc on peut aller automatiquement. Maintenant, depuis les 2 jours que j'ai une nouvelle machine, je regarde, la première carte que je regarde, c'est la carte épithéliale. Ça, on en a dit. Alors maintenant, ce mapping épithélial peut être aussi une aide utile dans le suivi des kératocones. C'est-à-dire qu'on va voir une topographie normale, un kératocone débutant, un peu plus avancé, un kératocone avancé. Et bien, si on fait ça pour le même patient, on pourra évaluer son évolution. Dire ce patient, par exemple, il était à ce niveau-là, et puis il est passé à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que la machine nous permet de calculer l'épithélium, le poids le plus faible d'épithélium et le poids le plus épais d'épithélium. Et ce delta, cette différence, quand elle augmente avec le temps, veut dire que c'est une progression. Et voilà un nouveau critère d'évolution du kératocone.
Est-ce que maintenant on peut croire une topographie sans faire un mapping épithélial? Actuellement, non. Parce que la topographie ou la tomographie, elle examinait le film maximal, l'épithélium, et ça ne tenait pas du tout de ces variations épithéliales. On va voir quelques cas cliniques. Regardez-moi ces topographies. Nous avons. C'est-à-dire avant, on peut faire les deux. On peut prendre une photo, une tomo et une. C'est un mapping. Je sais pas comment. Il y avait un appareil qui faisait le mapping. Ah oui, c'est très. Le fait d'avoir la machine, d'avoir le pentacam ou l'autre machine, et d'avoir le mapping, bien sûr, c'est génial. Ceux qui ont l'Optovio, dans toute machine qui fait le mapping épithélial, ceux qui ont des OCT, il faut voir avec vos sociétés, est-ce qu'ils peuvent vous upgrader vos OCT segmentaires et vous y mettre dessus le mapping épithélial. Ça mérite de le faire. Et ça va vous aider. Optovio, Zeiss, la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est le Topcon. Topcon, ils n'ont pas le Optopol aussi, ils ont Optopol carrément, ils ont un topographe mais basé uniquement sur l'OCT où il n'y a pas de placido et c'est utile. C'est mieux que Pentacam. Le Pentacam maintenant, vous allez le voir, c'est la machine la moins bonne sur le marché actuellement. Oui, il y a des faux positifs et des faux négatifs. Parce que Est-ce qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs pour l'épithélium. Alors, comme on a dit, il est très prédictible. L'épithélium est très prédictible. Et en général, quand tu analyses un épithélium, tu vas l'analyser, on n'oublie pas les critères. L'épithélium, la carte axiale et la carte d'élévation. Si tu réunis les trois, eh bien tu as le diagnostic de grave. C'est un critère de plus. C'est un critère de plus qui de taille. Il y a un grand point. Surtout pour l'infraclinique, parce que pour tout ce qui est AVV, Bien sûr. on va dire que les Pour machines sont caduques. Je parle de l'infraclinique. C'est pas pour Et casser pour les la autres machines. diagnostic électrique. C'est pas pour dire que les autres machines sont caduques. Non, c'est pas ce que je dis. Ils sont pas peut-être. On parle de quelqu'un qui a une machine Scheimpflug et qui a des euplacidos. Il doit compléter par un OCT épithélial. Il y a des gens qui ont Mais ça deux dépend du machines. diagnostic. Si j'ai un. Pour une chirurgie réfractive, Voilà. actuellement, Bien sûr. pour une chirurgie réfractive, il faut faire le mapping. Parce que on va prendre Tu quand même- cherches ces cas-là. Voilà. Quand le kératocone est avancé, il est évident. Quand il est avancé, il est évident. Mais quand j'ai une face antérieure anormale et j'ai l'élévation qui est normale, alors pourquoi juste la face antérieure qui est anormale? Je vais compléter par. C'est un outil en plus. Alors ici vous avez une asymétrie, regardez. Ici vous avez 45 et 49. Et sur le mapping, vous avez cette zone-là qui est épicée. Donc la zone où c'était bombé, c'est juste de l'épithélium qui est irrégulier. Là, c'est un kératocone. Et regardez, l'image encore. Ça, c'est des images qu'on a collectées en une journée. J'ai reçu la machine l'après-midi, c'était les images de lendemain. Donc des cas kératocones, des cas normaux. Là, nous avons une asymétrie. Et même pentacam qui nous donne le kératocone possible. Mais là, au niveau du mapping, j'ai un épaississement épithélial. Donc ça, quand j'ai un épaississement épithélial, j'ai une élévation postérieure qui est normale. Même si j'ai une asymétrie ici, ce n'est pas un kératocone, surtout que j'ai un bon enantiomorphisme. Quand j'ai examiné les deux yeux, c'est un miroir. C'est très rassurant. Alors maintenant, c'est un récapitulatif des différentes machines, des différentes technologies. Là, on parle scientifique. On ne parle pas aucun intérêt financier avec telle ou telle compagnie. C'est juste que, c'est le récapitule tout à l'heure. La surface antérieure est bien analysée par le placido, par le Scheimpflug aussi, mais il est moins précis. Alors, les mesures voilà, la surface antérieure est de 6 mm, Scheimpflug ça peut aller à 9 mm, l'OCT ça peut aller à 16 mm. Alors, les mauvais alignements, nous avons un haut risque avec Scheimpflug parce que la caméra est tournée, le patient a le temps de tourner l'œil. Ça c'est très rapide, la capture elle est hyper rapide, ça aussi elle est très rapide, c'est pour ça que ça ne donne pas le temps au patient de bouger. Donc l'OCT il nous permet un mapping épithélial. Est-ce que c'est affecté par le film lacrymal? L'OCT c'est le moins affecté, ça c'est affecté.
Donc le pentacam, est-ce qu'il a le placido? Non. Est-ce qu'il a Shenflug? Oui. Est-ce qu'il a l'OCT? Non. Donc il n'a que le Shenflug. Et vous allez regarder, affected, no, high risk, less accurate, et vous allez voir que des adjectifs qui sont un peu négatifs. Alors que TMS, Galilée, Opédescal, ils ont le Shenflug avec ses inconvénients, mais ils ont le placido avec ses avantages. Donc ce couple reste mieux que ça. Mais les nouvelles machines, où vous avez le placido avec ses avantages et l'OCT avec ses avantages, donc ça reste actuellement le meilleur couple. Actuellement, pour quelqu'un qui veut investir en topographie, je n'ai aucun intérêt financier avec ces sociétés, mais vraiment, c'est l'avenir, c'est un bijou, c'est une merveille en matière de topographie, en matière même d'avérométrie, etc. Donc pour quelqu'un qui veut investir, il vaut mieux aller vers ça. Je préfère 2 ou 3 médecins qui vont prendre une machine ensemble dans un centre plutôt que chacun prenne une chaîne floue qui va être très bientôt dépassée. Il est couplé à un abéromètre. Abéromètre, pupillomètre, mesure minute, la mesure du film lacrymal, le break-up time non invasif, l'OCT de segment antérieur, l'amplitude de cornée, etc. Il y a énormément de choses que vous avez. Donc voilà, ça c'est un remerciement. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez une question? Des questions? Oui? Un micro? Je voulais juste poser la question par rapport à la biométrie en cas de Alors? biométrie. Oui. En cas de kératocone plus cataracte, comment vous faites? Est-ce que vous n'avez pas de problème pour le calcul? Oui, on a un gros problème. Alors, la biométrie, quand on a un kératocone, ça dépend, c'est une stratégie. C'est comme l'ICL dans le kératocone. La biométrie dans le kératocone, son objectif, c'est de traiter, de pouvoir trouver un calcul d'implant qui va me traiter uniquement low order aberration. C'est-à-dire, c'est un patient qui a un œil qui présente des high order aberrations. Dans ma chirurgie de cataracte, je ne vais pas agir sur le high order aberration. Je vais agir uniquement sur le low order. Je vais devoir choisir l'implant qui va me donner le minimum de low order aberration. Et ça dépend d'une stratégie globale avec le patient. Si le patient, je fais le diagnostic kératocone avant la chirurgie de la cataracte. Je lui dis, monsieur, je vais vous opérer de votre cataracte. Et après la cataracte, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on vous adapte en lentilles? Ou est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une cornéoplastie? Type PKR, type agro ou l'association des deux. Si le patient me dit, d'accord, moi je veux me faire opérer de la cataracte, après vous m'adaptez en lentilles. À ce moment-là, je vais essayer de prendre uniquement la moyenne, le KM, tout simple, et je fais une biométrie sur la base du KM. Après, j'adapte mon patient. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, le patient vous dit non, moi je ne suis pas quelqu'un qui va porter les lentilles. À ce moment-là, ma stratégie va changer. Je vais lui dire voilà, vous avez un kératocone, par exemple, une asymétrie vers le bas. On a un coma important. Je vais lui dire d'abord, je vais commencer par vous faire un anneau avant la chirurgie de la cataracte. Je vais faire un anneau en se basant sur quoi? Je vais me baser sur la topographie cornéenne, je vais me baser sur la longueur axiale de l'œil. Je vais mettre mon anneau et essayer de régulariser la cornée. Et puis, je vais essayer de refaire une biométrie après et faire ma chirurgie de cataracte. J'aurai, dans un premier temps, régularisé la cornée, maximum possible, et puis mis un anneau. Deuxième cas de figure. Le patient veut d'abord sa chirurgie de cataracte. Donc, ce que je vais faire, au lieu de prendre le KM comme référence, je vais calculer sur la base du KM, mais je vais laisser mon patient myope. Je vais le myopiser. Pourquoi? Parce que si je le myopise, je vais garder la possibilité de mettre des anneaux qui vont aplatir la cornée pour éviter de tomber dans une hypermétropisation du patient plus tard. Si j'essaie de les métropiser dans ma chirurgie de cataracte,
et je vais garder une cornée qui est déformée, je vais devoir mettre un anneau, je vais aplatir l'ensemble et il va faire un shift hypermétropique, il va être très mécontent. Donc je vais toujours le laisser un peu yoke pour me laisser. Et tout ça c'est de l'approximatif, il n'y a pas une recette. Il y a, tu fais, après tu dis voilà, j'aurais dû mettre de 200, 250, c'est comme a dit Dr. Karim tout à l'heure, il y a des abacs, mais il y a de l'expérience du chirurgien et son recul qui va dire voilà, dans ce cas je préférerais plutôt un 200, un 250 et avec le temps on va voir. Donc la stratégie est différente. Soit le patient va être adapté en entier, donc c'est facile. Vous prenez le cas, vous faites votre calcul, vous mettez l'implant, après vous avertissez le patient. Adapté au corps entier. Là, on a enlevé juste l'opacité. Si vous allez mettre des anneaux, l'approche est différente. Soit on va faire l'anneau avant, on va régulariser au maximum, puis faire la phaco. Ou bien on fait la phaco avant, et puis on va essayer de régulariser plus tard. Ce qui est mieux, c'est de régulariser avant. Ça c'est la meilleure chose. Il y avait une clinique dont tu as parlé.